Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de l'Empire russe, qui renvoie à travers les sources, le cinéma et la littérature une image d'un régime belliciste. Pourtant, par deux fois, les tsars ont été à l'origine d'initiatives originales et audacieuses en faveur de la paix et de la sécurité de tout le continent européen. En 1804, le tsar Alexandre Ier lance le projet ambitieux et visionnaire d'une ligue pacifique des États d'Europe pour faire face à l'impérialisme napoléonien. Mais il se heurte au scepticisme de la diplomatie britannique et ne donne finalement naissance qu'à la Sainte Alliance, conclue en septembre 1815. Près d'un siècle plus tard, en 1899, le tsar Nicolas II œuvre pour la réunion d'une grande confédération sur le désarmement. La conférence de la Haye échoue sur cette question, mais fait progresser le droit humanitaire en adoptant des décisions majeures en faveur de la protection des populations civiles et des prisonniers en temps de guerre. Vous voulez en savoir plus sur la conférence de paix? Venez avec moi. Certains diplomates et hommes politiques se font les porte-parole de l'idéal que représente le pacifisme. C'est le cas de Paul d'Estruel de Constant, qui tout au long de sa carrière politique et plus globalement tout au long de sa vie, a milité en faveur de la paix et de la conciliation. Paul d'Estruel de Constant est un diplomate et homme politique français, né à La Flèche le 22 novembre 1852, mort à Paris le 15 mai 1924. Il a d'abord été député puis sénateur de la Sarthe. Il est surtout connu comme étant le troisième Français distingué par le comité Nobel, après Frédéric Passy et Louis Renault. Il a en effet été lauréat du prix Nobel de la paix en 1909. Il a également été délégué français à la conférence de la Haye en 1899. Dans son mémorandum secret de février 1914, il avait mis en garde le tsar Nicolas II contre les risques d'une guerre avec l'empire allemand du Kaiser Guillaume II. La politique étrangère russe n'en fut pas modifiée. Il reste aligné sur les principes du rapprochement de longue haleine opéré dans les décennies précédentes avec la France, complété finalement par une autre alliance avec le Royaume-Uni. Et pourtant, dans le courant de la guerre, le régime tsariste eut de plus en plus à souffrir des rumeurs et des imputations de collusion ou de coopération objective avec l'Allemagne. La famille impériale, par ses origines, par ses alliances matrimoniales, dont la dernière formée par Nicolas II et l'impératrice Alexandra Fedorovna, fut particulièrement visée. La relation que cette famille entretenait avec Grigouri Raspoutine, moine, guérisseur, conseiller, en qui le couple impérial voyait une incarnation de la Russie traditionnelle, et un lien qui les rattachait au peuple, finit même par être dénoncé par certains, dans le contexte de la guerre, comme une trahison. Même si la diffusion de cette image négative n'a pas été immédiate, la guerre fut une épreuve non seulement pour le pays et sa population, mais aussi pour la monarchie. C'est pourquoi de nombreux historiens voient en elle la véritable matrice de la révolution qui renverse le régime tsariste en 1917. Cependant, avant même le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'idée d'une révolution était à nouveau possible, n'avait pas disparu des esprits en dépit du rétablissement sécuritaire opéré par le gouvernement tsariste après 1905. Certes, depuis la guerre franco-allemande 1870-1871 et le premier embrasement des Balkans 1875-1878, il n'y ait plus eu, sauf le conflit serbo-bulgare, de guerre européenne. Mais l'Europe ne vit pas une paix véritable, solide et durable, comme en témoigne le journal Le Temps. Par malheur, l'Europe a su s'appesantir sur elle un régime qui n'est ni la paix ni la guerre, qui unit au maximum des inquiétudes. L'Europe vit dans l'incertitude. La guerre, quoique improbable, paraît possible, et tous les États, dans leurs calculs, tiennent compte de cette éventualité. La conférence de la Haye de 1899 est réunie afin de résoudre les redoutables problèmes qui imposent à l'Europe cette paix armée qui la mine depuis un quart de siècle. Lorsqu'en 1472, le grand prince Ivan III de Moscovie épouse la nièce du dernier empereur byzantin Constantin IX, Sophie Paléologue, 1455-1503, il se proclame l'héritier de la tradition impériale romano-byzantine. Moscou devient la troisième Rome,
veillant sur la chrétienté orientale. Avec leur petit-fils Ivan IV le Terrible, 1547-1584, le pouvoir devient absolu. Il se fait sacrer tsar de tous les Russies et règne en autocrate en rendant des comptes qu'à Dieu uniquement. L'État russe fait de la guerre un instrument majeur de sa puissance au fil de son expansion vers le sud, l'est et l'ouest, prenant le nom d'empire sous le nom de Pierre le Grand. Toutefois, comme le Basileus avant lui, le souverain russe se veut aussi le défenseur de la paix, qui doit prévaloir entre les chrétiens. Il y a aussi des moments un peu oubliés aujourd'hui où la Russie promeut la paix et la sécurité dans toute l'Europe. À ce titre, les initiatives portées par les tsars Alexandre Ier 1801-1825 et Nicolas II 1894-1917 méritent d'être mises en avant. En août 1804, décidé à entrer dans la nouvelle coalition anti-napoléonienne, Alexandre Ier envoie un émissaire secret, le comte Nikolai Novolitvex, auprès du premier ministre britannique William Pitt. Il s'agit ainsi de sceller une alliance militaire et de proposer un projet européen d'envergure. Pour Alexandre Ier, en effet, il est crucial d'opposer une alternative idéologique à la séduction de Napoléon et de ses idées révolutionnaires. Il élabore donc, avec son conseiller diplomatique, le prince Adam Tsarkovsky, un plan qu'il détaille dans ses instructions secrètes. Le tsar suggère de doter tous les pays qui auront été libérés de la tutelle française d'un régime constitutionnel. Surtout, il propose la mise sur pied d'une fédération européenne qu'il s'agit de bâtir dans le respect du droit des gens et sur des principes formalisés dans un traité qui devient la base des relations réciproques des États européens. Dans cette fédération, le recours à la médiation et à la négociation devrait être systématique. Des valeurs politiques partagées seraient énoncées. Les décisions communes adoptées se substitueraient au droit national. En termes, une force militaire commune permettrait de garantir et de faire respecter les textes adoptés. Original et ambitieux, le projet échoue à convaincre le scepticisme ministre Pitt. Seule l'alliance militaire entre les deux pays est conclue. Toutefois, le tsar ne renonce pas. Napoléon défait, il relance son projet dans un autre espoir. Devant l'invasion napoléonienne de 1812, Alexandre Ier a redécouvert la foi. Sa conviction religieuse personnelle s'accorde, cette fois-ci avec un climat européen de retour à la tradition monarchique et chrétienne. Après la parenthèse révolutionnaire. En juin 1815, le tsar propose à l'empereur d'Autriche François Ier 1804-1835 et au roi de Prusse Frédéric Guillaume III 1797-1840 la signature d'une sainte alliance définissant les trois États catholiques, protestants et orthodoxes comme appartenant à une seule et même famille, la nation chrétienne. Elle aspire à promouvoir entre eux des relations fraternelles, harmonieuses et pacifiques, conformes à l'idéal de charité chrétienne. Le texte suscite immédiatement méfiance, ironie et sarcasme, mais la position dominante de la Russie contraint l'Autriche et la Prusse à y adhérer. Le 26 septembre 1815, la Sainte Alliance est conclue après avoir été expurgée par le chancelier autrichien Metternich de tout ce qu'elle pouvait contenir de subversif, comme l'allusion à la fraternité des sujets des trois monarques jugés trop libérales. Un an plus tard, le 21 mars 1816, Alexandre Ier propose dans une lettre confidentielle adressée au Premier ministre britannique une réduction simultanée des forces armées de toutes sortes dont l'entretien sur le pied de guerre affaiblit la crédibilité des traités existants et constitue un lourd fardeau pour tous les peuples. L'empereur est désireux d'installer de manière concrète la paix en Europe. Il veut aussi alléger le coût de la défense pour son empire ravagé par la guerre de 1812. Le projet est jugé irréaliste par le gouvernement britannique. L'évolution du contexte européen amène Alexandre Ier à des positions de plus en plus rétrogrades. En Espagne, en 1817, dans le Saint-Empire, en 1817, en Italie, en 1820, des troubles libéraux et nationalistes éclatent partout en Europe. Le phénomène touche même, modestement, la Russie. Aussi, dès 1820, la Sainte Alliance n'est plus qu'un instrument répressif au service de la contre-révolution.
L'échec est donc au rendez-vous, mais avec ses espoirs de fédération européenne et de désarmement, le tsar Alexandre Ier préfigure les projets de sécurité collective de l'entre-deux-guerres. Après deux tsars guerriers, Nicolas Ier et Alexandre II, puis le seul empereur russe dont le règne n'est pas connu de guerre, Alexandre III, Nicolas II est aussi à l'origine de projets pacifistes d'une grande modernité. Comme Alexandre Ier avant lui, Nicolas II souhaite alléger les dépenses militaires qui pèsent lourd sur le budget impérial. Il a peut-être aussi conscience, comme son père Alexandre III, qu'une guerre pourrait ruiner le fragile État russe. Il est surtout très sensible aux arguments pacifistes d'Ivan Bloch sur le suicide que représenterait une guerre moderne. Aussi, en 1898, le comte Mouriarviev, ministre des Affaires étrangères, élabore deux notes successives adressées au pape le 12 août, puis aux princes étrangers. Le 30 décembre, elle propose la tenue d'une conférence internationale afin de rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable et de mettre avant tout un terme au développement progressif des armements actuels. Aussitôt connu, le projet de conférence est plutôt bien accueilli par les différentes chancelleries européennes. Le 18 mai 1899, jour anniversaire de Nicolas II, la première conférence internationale de la paix s'ouvre à La Haye. Elle réunit 26 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie et siège jusqu'au 29 juillet. Si elle échoue dans son projet de démilitarisation de l'Europe et du monde, elle remporte tout de même des succès en s'efforçant d'humaniser la guerre et en faisant avancer le projet international. Certaines armes et pratiques seront désormais interdites, comme le lancement de projectiles et d'explosifs du haut des aérostats et l'usage des gaz axifiants, des baïonnettes à dents de scie et des munitions à balles expansives. Un statut des prisonniers de guerre est adopté. La conférence est en outre à l'origine de l'instauration d'une cour permanente d'arbitrage, définie par l'article 16 de la Convention de 1899 comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques. Enfin, c'est aussi au délégué russe, le juriste Martens, omniprésent durant la conférence, que l'on doit la clause qui, inscrite dans le préambule de la Convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre, affirme solennellement qu'en temps de guerre, les populations et les belligérants devront rester sous la sauvegarde et sous l'emprise des principes du droit des gens. En 1907, une seconde conférence se tient à nouveau à La Haye. Mais c'est surtout après le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale qu'une autre conférence tenue à Genève en 1949 donne un souffle nouveau au principe de 1899 initié par un empereur pourtant imprudemment belliciste face au Japon en 1904-1905 et contraint à l'abdication par la révolution de février 1917, née de la Première Guerre mondiale. Comme on l'a vu, deux tsars ont tenté de régler les guerres et les montées des périls en négociant, favorisant les conférences de paix. La conférence de La Haye de 1899, également intitulée Conférence internationale de la paix, a eu lieu le 18 mai au 29 juillet 1899 aux Pays-Bas. Elle est due à l'initiative du tsar Nicolas II. Elle a pour ambition de rechercher les moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable afin de mettre fin à la montée du militarisme. Cette dernière tentative échoue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.